Du documentaire Algérie, génie des lieux qui nous a emmenés du côté de Socarrás. Et on va rester quelque peu à Socarrás ce matin en compagnie de Massilias Farhani. Massilias, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Je suis très heureuse de te retrouver. Moi aussi. Voilà. Alors Massilias, aujourd'hui, tu t'intéresses à l'un des plus grands penseurs de l'Antiquité. Oui, donc il s'agit de Apulée de Madore. Donc Apulée de Madore, il a vécu donc durant l'Antiquité, comme vous l'avez dit. Donc certains disent qu'il est né en 123, d'autres en 125. Mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est qu'il est né entre 123 et 127, donc après Jésus-Christ. Donc à Mdaourouch, donc à Socarrás, au nord-est de l'Algérie, aux limites entre les frontières de l'Algérie et la Tunisie. Donc il est mort certainement en 170, en l'an 170 à Carthage. Alors, il faut dire aussi, Massilias, que Apulée de Madore, donc de Madore parce que c'est la région dans laquelle il est né, c'est quand même un penseur un petit peu entier, d'accord? Donc, il est poète, il est médecin, il est avocat, il est penseur, il a beaucoup de domaines, oui, exactement. Parce que donc déjà, il est issu d'une riche famille. Donc, ce qui lui a permis de développer un petit peu beaucoup de connaissances. Donc, comme vous l'avez dit, il était avocat, il était penseur. On est en train de voir d'ailleurs une photo de sa statue, on peut revenir. Voilà. Ouais. Donc, c'est son buste. Et donc, comme vous l'avez dit, donc, il a profité de la richesse familiale pour s'instruire donc, dans la justice, dans les mathématiques, dans la philosophie également. Et donc, il a voyagé dans plusieurs régions. Il a voyagé dans plusieurs régions. Par exemple, il est parti à Athènes, donc là où il a appris la philologie. Donc la philologie, c'est l'amour des mots, des lettres et de la littérature en général. Alors il est parti à Athènes, je t'ai suivi la dernière fois quand tu as parlé d'Athènes et tu as dit qu'on l'a appelé Athènes par rapport à Athéna. Oui, voilà. Donc, la déesse de la guerre. Oui. Donc la déesse de la guerre. Très bien, donc tu disais il est parti à Athènes. Voilà, donc là où il a appris par exemple, comme j'ai dit, la philologie, il a également... il a également appris la théologie et aussi les mythes. Et il s'est même intéressé aux religions donc durant toute sa vie. Ensuite, il est connu aussi pour avoir été l'un des premiers romanciers de l'histoire, si ce n'est le premier romancier. Donc, il a vécu, comme on a dit, à Mdaourouch. Et une autre grande personnalité qui a vécu à Mdaourouch, c'est Saint Augustin. Effectivement. Saint Augustin qui l'a déjà honoré. Donc il a vécu 2 siècles après et il lui a rendu hommage. Il a dit que c'était un très grand écrivain. Donc ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc à Athènes, il a également appris la poésie. Donc il a écrit à Mdaourouch, donc se trouve une ville berbère. Là où il y a un amphithéâtre et c'est également le plus petit amphithéâtre du bassin méditerranéen. Donc il est aussi connu pour avoir été pour avoir écrit le premier roman de l'histoire. Donc et tu l'as aujourd'hui, le premier roman de l'histoire. Exactement. Donc Landor. Donc il a utilisé plusieurs procédés donc pour présenter cette histoire. Donc Landor ou les métamorphoses. Les métamorphoses, voilà. Son nom. Donc il a utilisé plusieurs procédés comme la litote. Il a aussi utilisé la personnification. Pour un petit peu parler de Lucius, ce personnage qui a été transformé par accident donc par sa femme qui est une sorcière en âne. Donc il a vécu plusieurs péripéties, notamment il a été kidnappé par des voleurs. Et donc ce qu'il a remarqué aussi, c'est que à cette époque, il y avait donc plusieurs personnes qui étaient des menteurs. Donc il y avait des gens malhonnêtes, il y avait des gens honnêtes. Donc parce qu'ils pouvaient écouter ce qu'il disait sans qu'il ne se doute de rien, parce qu'il pensait que c'était un âne. Donc tout simplement. Donc il a découvert que les humains étaient pour la plupart d'entre eux étaient de grands menteurs et ça a subjugué de découvrir ça. Donc le livre il a été repris par plusieurs littéraires d'aujourd'hui, de la Renaissance, etc. J'aimerais également souligner le fait que on a découvert une maison à Mdaourouch richement décorée et elle a été découverte en 1886. Et donc un archéologue qui s'appelle Filippo Corelli, il s'est demandé si ce n'était pas la maison où a vécu Apulée. Donc à l'intérieur de cette maison, il a trouvé une statue.
On n'a pas trouvé la statue de Apulée, mais on a trouvé la statue de Marcus Asinius Marcellus. Donc, sauf que quelque chose qui a... Alors, Massilias, regarde, nous avons une photo. Ce sont les restes de la maison, donc les ruines. Donc, les ruines de la ville. Comme on a dit, il a trouvé une statue d'une personne qui n'était pas Apulée. Donc, ce Marcus, donc on le retrouve dans le roman là-dedans. Dans le roman. Donc, ce n'est certainement pas une coïncidence si on a retrouvé cette statue dans cette maison. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le livre il était tellement connu à l'époque qu'il a été étudié par plusieurs littéraires donc d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a un secret qui se cache derrière ce livre. Depuis 2000 ans, personne n'a réussi à le percer. Donc, il y a eu des littéraires de la Renaissance, d'aujourd'hui qui l'étudient. Il y a même eu des littéraires du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, c'est notre deuxième sujet aujourd'hui, le Moyen-Âge. Effectivement. Donc, le Moyen-Âge, c'est une époque de l'histoire. Très mouvementée d'ailleurs. Oui, oui. Et donc, elle a duré un millénaire, du 5e au 15e siècle après Jésus-Christ. Elle se trouve entre l'Antiquité et les temps modernes. Donc, elle a commencé en 476 avec la chute de l'Empire romain d'Occident. Et elle s'est terminée en 1492 avec la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Et justement, durant cette période, il s'est passé un épisode que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais on va dire moins brutal, effectivement. Moins donc il s'agit d'une pandémie qui a touché le monde entier. Mais c'est une pandémie quand même qui a exterminé plus de 50% de la population. De la population mondiale, exactement. Il s'agit de la peste noire. Oui, donc la peste noire, elle a été provoquée par les humains eux-mêmes. En fait, il faut savoir que, pour remonter aux origines de la peste noire, il faut savoir que les croyances envers la malchance et tout, elles remontent au Moyen-Âge. Et en fait, l'une de ces croyances, c'est les croyances comme quoi les chats noirs ils portent malheur et qu'ils sont habités par les diables. Oui. Donc il y a eu un massacre durant le XIIIe siècle des chats noirs, ils en ont tué des millions. Sauf que ça a provoqué une invasion de rats. Donc il y avait moins de chats pour chasser les rats, il y avait plus de rats dans les villes, ce qui a provoqué la peste noire au XIVe siècle. Donc on appelle ça le déséquilibre écologique. Oui. Et donc le phénomène, et on appelle ça aussi l'effet Cobra. Donc c'est le fait, en essayant d'atténuer quelque chose, on l'amplifie. Voilà. Donc en essayant d'atténuer les malchances et tout envers les chats noirs, on amplifie la maladie. Elle existait déjà, mais pas aussi accentuée que cette fois-ci. Exactement. Et donc elle a tué, comme on a dit, la moitié de la population mondiale. Et elle a surtout ravagé l'Europe plus que les autres continents. Oui. Et rien qu'à cause de la peste noire, un tiers de la population mondiale mourait chaque année. Donc ce qui était quand même énorme. Ça a duré. Donc ça a duré 6 ans, je crois. Oui, exactement, un peu moins d'une dizaine d'années. C'était durant le XIVe siècle. Il y a également des masques très connus qui étaient portés par les médecins de la peste noire. Ça ressemble un petit peu à un oiseau, un grand bec crochu. Tu nous avais ramené une photo d'ailleurs qu'on pourra revoir. Oui. Voilà. Et en fait, pour eux, ça servait à éloigner en fait le mal, parce qu'ils pensaient que la maladie, ce n'était pas quelque chose de vivant, on va dire, qu'il avait provoqué. Donc on voit le masque, mais ils pensaient que c'était la malchance, tout simplement. Donc notre deuxième sujet du Moyen-Âge, ce sont les Vikings. Donc ils sont un très grand peuple de l'histoire. Donc l'apogée, l'âge d'or des Vikings, se situe du 9e au 12e siècle. Donc j'ai juste oublié de préciser au début que le Moyen-Âge se divise en 3 parties. Donc le bas Moyen-Âge du 5e au 8e siècle, le Moyen-Âge intermédiaire du 8e au 12e siècle et le haut Moyen-Âge du 12e au 15e siècle. Donc les Vikings, eux, ils ont vécu durant le Moyen-Âge intermédiaire, du 9e au 12e siècle. C'était de très grands explorateurs, déjà, il faut le préciser. Ils avaient énormément de croyances, on va en parler tout à l'heure. Mais avant, il faut parler de leur technique de navigation. Déjà, très connue, effectivement. Oui, donc leurs bateaux, c'était leurs navires qu'on appelait les dracars. C'était les plus rapides, donc hormis les bateaux d'aujourd'hui, c'était les plus rapides de l'histoire. Ils pouvaient partir ils pouvaient aller jusqu'à 38 nœuds, ce qui est l'équivalent de 30 km/h aujourd'hui. Donc ils sillonnaient les plages du Nord, les mers du Nord.
Et ils ont, grâce à ces techniques de navigation, ils ont conquéri plusieurs lieux. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais préciser la différence entre pays nordiques et pays scandinaves, parce que parfois on s'y méprend. Donc, les pays nordiques, ce sont les 3 pays actuels du nord de l'Europe, donc la Finlande, la Suède et la Norvège. Et les pays scandinaves, il y en a 3 également, mais ce ne sont pas les mêmes. Donc, les pays scandinaves, ce sont les pays d'origine des Vikings. Donc, il y a la Suède, la Norvège et le Danemark. Ensuite, ils ont conquéri plusieurs autres territoires, comme une partie de l'Angleterre, la Finlande, le Groenland, et également une partie de l'Empire germanique. Donc, leur drapeau, c'était un corbeau. Pourquoi les corbeaux spécialement? Parce que dans leur mythologie, il y avait des corbeaux messagers des dieux, messagers, et en fait, ils emmenaient à chaque fois, donc dans leur navire, ils emmenaient à chaque fois un corbeau. Donc pourquoi? Parce que il faut savoir que les oiseaux, ils ont un sens de l'orientation très développé. Donc si jamais ils étaient perdus en mer, ils n'avaient qu'à relâcher le corbeau qui partait alors vers la terre la plus proche. Donc ils n'avaient plus qu'à le suivre pour retrouver leur chemin. Et en parlant de corbeaux et de mythologie, il faut savoir également qu'ils avaient des mythologies assez proches en fait de la mythologie grecque, malgré plusieurs différences. Donc par exemple chez eux il y a 9 royaumes, donc 9 mondes. Donc le royaume suprême pour eux c'est Asgard. Donc Asgard qui est l'équivalent de l'Olympe pour les Grecs. Donc c'est le royaume des dieux, c'est là où siège le chef des dieux, donc l'équivalent de Zeus. Il s'appelle Odin, c'est le dieu de la guerre et c'est le chef des dieux en fait, le dieu des dieux comme on les appelle. Et donc ensuite, personnellement, j'en connais 3 des 9 mondes. Donc comme j'ai dit, Asgard. Ensuite, il y a Midgard qui est la terre. Et Jotunheim qui est le monde des géants des glaces. Donc parmi les dieux les plus connus, il y a Odin, comme on l'a dit. Il y a Thor, dieu de la foudre et du ciel, donc qui combat les géants et les démons. Thor, un personnage qui a été repris par le cinéma, effectivement. Oui. Même Odin, et également aussi Loki, qui est le demi-frère de Thor, qui est le méchant, le dieu de la malice. Et donc il a été le responsable de plusieurs morts, chez les dieux. Donc c'était un petit peu l'un des dieux ennemis des dieux en fait. C'est comme Hadès. Voilà. C'est un dieu mais il est ennemi avec les autres en fait. Voilà. Alors les Vikings aussi sont très connus dans la mythologie comme de bons dresseurs de dragons d'ailleurs. Oui, exactement. Tu nous en parleras, Massilias. Oui, bien sûr, un jour on en parlera. Oui. Tu nous en parleras. Donc la mythologie nordique, en fait, elle reprend beaucoup de créatures qui existent dans d'autres civilisations. Les plus connues, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est les dragons. Ils reprennent même les cerbères, qui sont des créatures grecques. Et il faut savoir que les Vikings, ils avaient des croyances envers la fin du monde bien plus distinguées que les autres. En fait, pour eux, la fin du monde, ils l'appellent le Ragnarok. C'est la destruction d'Asgard par un démon de feu qui s'appelle Surtur. Et même cette histoire, elle a été reprise par Marvel dans un film. Et j'espère qu'on en reparlera même de Marvel un petit peu un jour. Certainement. Oui. Certainement, parce que Marvel, il faut dire qu'il met beaucoup en évidence toutes ces mythologies et toute cette culture universelle aussi. En plus, avec des histoires, pas vraies, parce que ça reste des mythologies, mais des histoires qui ont vraiment marqué les Vikings. Voilà. Par exemple, ça reste quand même des histoires fascinantes. Oui. Par exemple, le marteau de Thor, Mjolnir, il existait dans la mythologie nordique. Que personne ne peut soulever que Thor. Voilà, que Thor. Voilà, effectivement. Merci beaucoup, Massilias. Je te retrouverai avec très grand plaisir la semaine prochaine. Donc, on reste toujours dans ces histoires fascinantes de préhistoire, de Moyen-Âge. On va quitter un petit peu l'histoire. On va parler un petit peu de biologie en général. Ah, d'accord. On va aussi parler des bons avancements, en fait, de côté biologie en Algérie, parce qu'il y a eu, durant 2020, il y a eu des points positifs en biologie. On va en parler la semaine prochaine. Ah c'est parfait, j'ai hâte que ce soit la semaine prochaine. Merci beaucoup, Massilias. Alors, ce sera un hommage que nous allons rendre ce matin avant de se quitter. Un talentueux caméraman qui nous a quitté vendredi dernier, lui qui a sillonné les 4 coins du pays. Il est parti
petit peu partout dans le monde. Donc c'est un grand reporter de guerre qui a justement couvert la guerre de 1973. On le voit d'ailleurs sur cette photo avec des pilotes algériens en Égypte et une autre photo aussi dans l'imposante muraille de Chine. Voilà, on est en train de le voir. Allah yarhamou wa yuwassa alayh. Il s'agit donc de Guetouch Abd Settar, Allah yarhamou wa yuwassa alayh, qui nous a quittés vendredi dernier. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Massilias Farhani, merci beaucoup. Donc je te retrouverai la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler de biologie. Oui. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir de vous accompagner en cette matinée. Je vous retrouverai demain à partir de 9h jusqu'à 10h30. On se quitte avec les sonorités de Chef Anwar, son dernier single Bouya. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Au revoir. ابويا جاوب وهدر جيت القبار وعنكت الحجار وعيطت عليك بويا ما جاوبتيش ملي كنتي معانا كان كل شي فرحان عايشين في امان واليوم انا وخوتي ولينا جيران ابويا جاوب وهدر جيت القبر عنك الحجار. Le bonjour d'Algérie.